Bonsoir chers spectateurs, bon retour dans ce monde aussi mystérieux que passionnant qu'est Seul. Avant de commencer cette vidéo, il fallait que je vous invite sur le Discord fan de Seul. Si vous voulez parler de Seul avec des gens cool, venez sur ce Discord. De plus en plus de personnes y viennent, donc si vous deviez avoir un problème sur le Discord, n'hésitez pas à venir me parler en DM et on réglera tout ça. Le titre est assez bref, alors voilà une idée plus précise de cette vidéo. Je parlerai d'abord de mes théories et hypothèses sur les familles qui n'ont pas encore été dévoilées, à savoir la première, 12e et 4e, sans oublier leur côté maléfique, la 2e, 14e et 15e. Dans la deuxième partie, on parlera des familles attribuées à Lucy, Yvan et Terry, et de leur futur dans la série. Je ne parlerai pas de Doji car nous avons encore trop peu d'informations sur ses potentiels pouvoirs, ni de Layla car son pouvoir a clairement été exposé, et on en saura sans doute plus sur elle dans le futur de la série. Cette vidéo sera plus complexe des vidéos habituelles, c'est pourquoi j'ai beaucoup hésité à la sortir. Mais elle s'est avérée nécessaire pour toutes les autres vidéos qui vont suivre, notamment de la prochaine vidéo qui parlera du tome 13 et 14. On commence en douceur avec la 4e et 12e famille dite des protecteurs et des charbonneux. Quel sera leur rôle, à quoi ressembleront-ils et quels seront leurs nombres? Dans Seul, l'imaginaire et les représentations du monde des enfants ont une place cruciale. Et pour certains, cet aspect peut devenir une force surnaturelle. Pour imaginer à quoi pourraient ressembler les protecteurs, il faut se mettre à la place des enfants. Vous, derrière votre écran, dans les univers avec lesquels vous avez grandi, quel genre de personnage vous évoquez la sensation de protection? Dans les contes de fées, on parle généralement de chevaliers grands et forts venant délivrer une princesse. Généralement une figure de force et de bienveillance venant nous protéger, comme des parents venant protéger leurs enfants ou comme des chevaliers protégeant les plus faibles. Voilà donc quelques éléments sur lesquels je me base. Les protecteurs auraient des tailles adultes et des gabarits très imposants comme des chevaliers. D'ailleurs, cela pourrait nous expliquer la présence d'armures à Néo-Salem. Les charbonneux, eux, seraient bien plus terrifiants et procureraient un sentiment d'impuissance et d'insécurité. Velman et Gazotti ont des idées très originales pour les designs et contrairement aux chevaliers de la 4e famille, je n'arrive pas vraiment à imaginer les charbonneux. Il nous reste deux questions. Comment les faire apparaître et quels sont leurs nombres? Vous rappelez-vous de la carte Danton au tome 4? On peut y compter 7 amas pourpres qui pourraient correspondre aux 7 charbonneux et à l'inverse, il y aura sans doute 7 pierres sacrées pour 7 protecteurs. Pour réveiller ces familles, il faut 3 conditions. 1. Les amas pourpres et les pierres sacrées doivent être mis en place, ce qui semble être le cas dans les deux camps. 2. L'élu doit être à un stade avancé de ses pouvoirs pour les réveiller, ce qui semble également être le cas dans les deux camps. Les protecteurs et les charbonneux arriveront bientôt dans la série, j'ai déjà mes idées pour imaginer leur rôle, mais on en parlera dans la vidéo qui y sera dédiée. Il ne faut pas oublier que même si la 4e famille semble bienveillante, elle reste soumise à un fou furieux. Troisième condition, Lucy. Cela faisait un moment qu'il me paraissait évident qu'elle ait des pouvoirs, mais on n'a jamais réussi à déterminer lesquels. Grâce au tome 12, cela pourrait enfin changer. Rappelez-vous du tome 8, la main d'Alderic a réagi à Lucy, mais genre vraiment. On sait maintenant que la main d'Alderic ne réagit pas forcément mal, mais plutôt au potentiel des enfants. Mais alors sur quoi je me base pour dire qu'elle ferait partie des charbonneux? L'enlèvement de Lucy qui coïncide avec l'apparition des cannes rouges, la réaction de Camille, le fait qu'elle soit retrouvée au bord de la mort, et je rappelle que dans Seul, la mort semble être un facteur important dans la révélation des pouvoirs, Seul l'a bien compris d'ailleurs, ça fait trop de coïncidences pour être un hasard. Lors du tome 4, les singes ont tenté de réveiller les charbonneux et d'appeler Camille. Plutôt devrais-je dire l'enfant minuit. Heureusement, le groupe de Fortville l'en a empêché. Mais pourquoi prendre Lucy comme charbonneux? Elle n'est physiquement pas dangereuse. Eh bien cela rejoindrait l'idée comme quoi les charbonneux ne seraient pas des enfants, mais plutôt des créatures. Lucy, si le processus avait été terminé, aurait sans doute été métamorphosée. Dans le tome 12, on peut comprendre que le rôle de la 14e famille est de faire passer les enfants du côté du mal. Grâce à ça, on peut en déduire que la chambre blanche à Néo-Salem servirait à garder les enfants possédés jusqu'à l'arrivée de la 2e famille pour les ramener du côté du bien. Mais il y a un problème. Pourquoi ce n'est pas déjà fait? La chambre blanche doit exister depuis un certain temps. Pourquoi la 2e famille n'a rien fait? La réponse est tristement simple. La 2e famille a sûrement disparu, mais peut-être qu'il y a un espoir. Dans Seul, un enfant a réussi à contrer les pouvoirs de la 14e famille. Yvan. Depuis le tome 11, beaucoup s'attardent sur la facilité que Jonathan a eue pour redevenir lui-même. Certaines théories disent même qu'il serait encore un magister et qu'il aurait fait promettre à Yvan et à Alex de taire les événements de Cardol pour ne pas se faire toper. Mais je ne suis pas du tout de cet avis. Déjà, Jonathan a vécu un traumatisme et c'est tout à fait normal qu'il ne veuille pas en parler. Ensuite, pour cette soi-disant facilité pour laquelle il serait revenu du côté du bien, il faut s'attarder sur d'autres personnages de la série. Dans Seul, rien n'est laissé au hasard. Yvan, comme Terry, comme Sol, comme Layla, a inconsciemment puisé dans ses pouvoirs lors d'une situation où il était en danger. Et ce qu'il s'est passé nous montre les présages d'un futur membre de la 2e famille. Et peut-être qu'il faudra attendre la fin de Seul pour que Yvan maîtrise ses pouvoirs entièrement.
et il ne s'en rendra pas compte avant plusieurs tomes. On pourrait même que Yvan soit le seul espoir pour les enfants de la Chambre Blanche qui ont été capturés lors de la révolte de Néo-Salem. Pour la 14e famille, je n'ai étonnamment rien à dire sur elle, du moins pour l'instant. Son rôle semble clair, gonfler les rangs des dernières familles, et j'espère qu'on en saura plus sur elle dans la suite de Seul. Nous allons rentrer dans la dernière partie de la vidéo et je préfère autant vous prévenir, il s'agira là plus d'interprétation que de véritables théories. Les enfants qui auraient intégré la première et la 15e famille seraient à la base des enfants qui auraient normalement intégré les limbes. Ils se distinguent par l'apparition d'un grand pouvoir lié à leur imagination. Comme par exemple Terry qui aurait soi-disant rêvé que Selene et Alexandre voulaient le tuer, rêvé d'un enfant horrible portant un drap sur lui, et qui aurait aussi rêvé que le T-Rex était devenu vivant. Ces familles se livreraient à une guerre secrète dans notre monde et tueraient certains enfants pour qu'ils apportent leur aide dans le monde des limbes. Je pense notamment aux élus. D'ailleurs, je pense qu'il est important de souligner que les revolvers que possédait le père d'Ivan marchent bel et bien contre les dernières familles. Les membres de la première et de la 15e famille sont capables de communiquer et même de voyager entre le monde des vivants et celui des morts. Cela se produit au tome 6 lorsque les enfants arrivent à parler avec un membre de la première famille, lorsque Terry intervient, je le rappelle, c'est un détail qui a son importance, et également au tome 11 lorsque Camille explique à Yvan qu'elle l'a fait de même, mais du côté du mal bien sûr. Même le ravaudeur semble y faire allusion. Et il ne faut pas non plus oublier le tome 10 lorsque Terry parvient à faire marcher sa machine. J'en viens même à me demander si le père d'Ivan aurait fait les mêmes choses que Terry. Il aurait comme lui intégré les limbes enfants pour se révéler être capable de faire vivre son imagination et de quitter les limbes. Il enquêta et comprendra qu'il est un membre de la première famille. Il livrera une guerre secrète contre les dernières familles, guerre qu'il finira par perdre et le paiera de sa vie. C'est bien ta voiture. Tu te rappelles mieux ce qui s'est passé? Yvan, réveille-toi mon fils. Les 15 familles sont là, je les sens. Je ne pourrai pas tout protéger mon fils. Mais tu dois savoir que ton père n'est pas fou. Ton père n'est pas fou, Yvan. Je ne pourrai pas te former. Tu vas devoir affronter quelque chose qui nous dépasse tous.